univers de l'innovation et de l'AgTech en particulier, en tant que grand groupe, avec de nombreuses filiales dans cet univers-là, et puis en interagissant avec certaines startups, dont certaines sont ici. Comment vous positionnez ? D'abord, merci d'avoir répondu à notre invitation. On est ravis de vous avoir ce matin. InVivo et les startups, on a démarré en 2016. On discutait au café ensemble en 2016 la ferme digitale. Et nous, à côté, on s'est dit, on va essayer d'avancer sur comment regarder dans le monde les différentes innovations. Parce qu'on avait fait le tour quand même du monde. On avait vu qu'effectivement, dans des pays comme la Californie, Israël, tout ça, ça bougeait beaucoup. Ça bouge toujours, mais à l'époque, c'était vraiment révolutionnaire. Et donc, on avait fait le tour du monde avec les équipes d'InVivo et on s'était dit, il se passe quelque chose de fort, il faut qu'on soit présent. On ne peut pas passer à côté et rester dans une agriculture dite conventionnelle et regarder passer les trains quelque part en tant qu'acteur coopératif majeur en France. Donc il fallait absolument bouger. Et donc on s'est dit on va créer des structures pour créer des ponts avec les startups et de voir comment on peut collaborer, co-construire des projets ensemble. Donc on a créé deux structures, une structure qui s'appelait Food and Tech, voilà, qui s'appelle toujours Food and Tech. À l'époque, Food and Tech, c'était vraiment le claim qu'il fallait mettre pour exister, donc Food and Tech, et on s'est dit, dans Food and Tech, on va regarder comment investir dans quelques startups, mais des petits tickets de 50 000 euros, 200 000 euros, etc. Ce que nous avons fait, hein, on peut citer Mimosa, par exemple, avec Florian, Javelot, on n'y a pas été, mais bon, on aurait pu. Et puis d'autres aussi, agri-économie indirectement, quelque part, avec, via French Food, via Capagro, voilà, parce qu'il y a French Food Capital maintenant avec AgroInvest. Mais voilà, donc on a commencé à essaimer, et surtout au-delà de l'argent, de participer, de dire qu'InVivo peut être un metteur en marché et peut offrir quelque part une opportunité de tester les nouvelles idées avec ces panels de fermes disponibles, on appelait les fermes leaders, qu'on appelle toujours les fermes leaders, qui nous permettent de tester effectivement les produits, parce que quand on a des belles idées, après il faut il faut les éprouver à l'épreuve du terrain. Et donc nous on apporte cette garantie de dire finalement votre produit, pour le retravailler, c'est un peu une super boîte R&D appliquée qu'on peut proposer aux startups avec nos coopératives et les agriculteurs adhérents. Voilà. Donc on voit finalement ce positionnement avec, c'est ce que je crois entendre, et puis la possibilité, et puis l'opportunité de tester les solutions grandeur nature, dans la pratique, à grande échelle, avec vos réseaux de fermes. Deuxième chose rapide, sans être trop long, on a créé InVivo Quest, qui nous a permis, alors ça, c'est un vrai succès avec très peu de moyens, 2 personnes quelque part. Et le Covid nous a aidés maintenant avec les visios, mais finalement on fait le tour du monde. Et ce petit concours, en fait, fait remonter beaucoup d'initiatives mondialement connues aujourd'hui, des étudiants, des entrepreneurs, etc. Et donc on a, je n'ai pas les chiffres, mais 400 dossiers déjà cumulés depuis 3 ans qui sont étudiés. Et ça nous ouvre les chakras, comme on dit aussi chez InVivo, pour la recherche et développement. Et ensuite on voit si on peut avancer ou pas. Et en tout cas, on donne un prix, 50 000 euros, voilà, chaque année, pour une start-up sur une idée majeure pour faire avancer l'agriculture. Je crois même qu'il y a un gagnant dans l'assistance, on va le voir. Voilà. Monsieur Bonduel, donc là on voit cette vision InVivo avec un réseau, à la fois les fermes leaders, mais aussi ce que vous disiez des tickets, mais aussi une veille finalement de cet écosystème, puisque ça vous permet d'avoir une vision assez globale de ce que je crois entendre. Vous-même, en tant que start-up, qui grossit vite, mais start-up néanmoins, comment vous voyez cette relation avec les grands groupes type InVivo? Qu'est-ce que ça vous apporte? Voilà, comment ça se crée? Qu'est-ce que ça apporte? Alors je ne sais pas exactement ce qu'est une start-up, mais effectivement on est une start-up. La première chose, c'est que nous on avait effectivement gagné Quest en 2018. Alors la particularité pour nous, c'est que effectivement ces grands groupes, les coopératives, les négoces sont nos clients. Donc par nature, évidemment, des partenariats avec ces acteurs-là sont essentiels. Le fait d'avoir gagné Quest, c'était une super visibilité pour nous, forcément. On avait eu l'opportunité d'ailleurs à la convention InVivo de prendre la parole devant, alors je ne sais pas combien de personnes sont rassemblées, mais quelques centaines ou même 2000 dirigeants de ces organismes stockeurs et des coopératives. Donc c'est forcément des grosses opportunités. Les partenariats, ils sont par nature nécessaires. On a besoin d'avoir des partenariats forts. On a besoin d'avoir la confiance de tous ces grands groupes parce que c'est ça qui va nous permettre de devenir un champion français, un champion européen. Et d'avoir la confiance de ces grands groupes au niveau français et européen, c'est absolument nécessaire pour passer à un certain nombre d'étapes. Donc par nature, c'est important pour nous, bien sûr. Donc, merci en tout cas de voir ça. Et puis vous voyez, finalement, on a l'illustration de ce que vous venez de dire à une entreprise qui a gagné le concours, puis après, qui travaille de façon assez proche avec vous. Monsieur Deschamps, comment vous voyez cette collaboration avec les grands groupes? Alors, on l'a vu, AgTech.
ici plutôt agronomie, éliciteur. Comment, donc un univers légèrement différent, en tout cas dans son objet. Comment vous voyez cette relation ? Alors, en agriculture, on va dire qu'il y a deux types de grands groupes. Il y a les grands groupes type distribution coopérative dont InVivo fait partie, et puis également les grands groupes de l'agrochimie. L'innovation, c'est quoi ? C'est finalement des paris fous, une vision décalée dans le futur avec beaucoup de risques. Donc ces grands groupes, en général, ils ne savent pas investir, particulièrement ceux de l'agrochimie. Non, mais je rigole pas. C'est dit. Et c'est vrai dans l'agrochimie particulièrement. Après, c'est vrai dans tous les secteurs de l'industrie et du service. Maintenant, là où c'est clé, c'est qu'une start-up ne peut pas réussir seule dans son écosystème. Et là où l'acro-distribution est absolument clé, c'est l'adoption de cette innovation. Une fois que cette innovation a atteint une certaine maturité, et on en discutait juste avant avec M. Blandinier, on parlait par exemple de l'orge en Australie, c'est certain que nous, on ne va pas aller faire de l'orge en Australie tout seul. C'est totalement impossible. Avant, je parlais avec M. Martel du soja au Brésil, c'est la même chose. Donc on bâtit des partenariats pour faciliter l'adoption de l'innovation, et ça c'est un élément clé pour des startups comme les nôtres. D'accord. Donc on voit finalement cet intérêt mutuel, gagnant-gagnant, chacun s'y retrouve et sait pourquoi il collabore. Alors peut-être que Monsieur Leroy, on va faire un peu de rétro, cette dynamique depuis 2016, comment vous la caractériseriez ? J'ai essayé de la résumer, mais quel a été le chemin suivi et où on en est ? Puis après, je vous interrogerai sur votre entreprise plus tard, bien évidemment. La ferme digitale, c'est d'abord une aventure humaine, une aventure entrepreneuriale de 5 entrepreneurs qui, en 2016, se disent qu'ils doivent parler de leurs innovations. Ils viennent du monde agricole ou non. Ils veulent créer et apporter des solutions innovantes aux agriculteurs. Et ils doivent se fédérer. On décide de se fédérer pour exposer au Salon de l'Agriculture en 2016 sur un stand de 100 mètres carrés. Et depuis, c'est plus 5. Dans ces 5 entreprises, il y avait 35 salariés. Maintenant, on est 150 entreprises et il y a plus de 4000 salariés. Donc l'aventure, c'est apporter des solutions concrètes aux agriculteurs pour leurs revenus, pour l'attractivité des nouvelles générations, mais aussi allier la productivité et le respect de l'environnement. Et toutes nos solutions permettent aux agriculteurs de trouver des solutions. Maintenant, nous, on fait un pari sur 30 ans. Quand un entrepreneur crée sa boîte en 2020 ou en 2024, c'est pour les 30 années qui viennent. Donc comme tu le disais, on est un peu devant les transitions qui vont arriver, devant ce qui va se passer. Et donc l'adoption, c'est la clé. Et ce qu'on essaye de faire à la ferme digitale, c'est de faire de la communication, des partenariats avec des grands groupes, du contenu pour aider aussi à diffuser nos messages auprès du grand public, auprès de la société civile et bien évidemment auprès des acheteurs que sont les distributeurs, les industriels, les coopératives qui, eux, ont le meilleur contact avec les agriculteurs sur le terrain que n'ont pas forcément les startups qui démarrent, même avec 500 000 € ou 1 million. C'est pas comme ça qu'on déploie une innovation auprès de dizaines de milliers d'agriculteurs. Merci beaucoup. On voit finalement cette dynamique, et vous l'avez exprimée. Vous avez aussi des événements que vous créez, comme la Ferme Digital Day, si je me souviens bien, qui permettent de donner encore plus de visibilité. Monsieur Deschamps, par rapport à cette dynamique et par rapport aux rôles respectifs, comment vous voyez finalement l'intérêt des uns et des autres, à la fois start-up et grand groupe, qu'est-ce que vous vous apportez au-delà de ce que vous avez dit tout à l'heure? Il y a aussi ce changement, cette conduite du changement, parce que ce que vous apportez, vous l'avez dit, vous êtes en avance, mais c'est aussi un changement souvent dans les pratiques, dans les évolutions. Alors, il y a une très belle dynamique en France avec la ferme digitale, dans le monde de l'agtech en général. C'est très fortement soutenu par des programmes gouvernementaux. Oui. Il y a la French Tech Agri20, la French Tech 2030 qui finance, qui est active. On a un support très efficace également de Business France à l'international. Donc ça, c'est fantastique. Par contre, ce qu'on souffre en France, quand même, pour les startups, contrairement à ce qui existe dans d'autres pays, c'est l'équivalent du small act business, même si ça existe un petit peu. C'est la difficulté des grands groupes à acheter français dans des petites sociétés. C'est pas dans la philosophie, c'est pas dans la culture française. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin de réunions comme celle-là. C'est pour faciliter cette transition, parce que c'est vraiment un schéma gagnant-gagnant. Et c'est une dynamique qu'il faut amplifier pour que tout le monde en sorte gagnant à la fin. En termes de temporalité, start-up, on va vite, vos équipes sont impatientes, vous m'aviez dit, Monsieur Bonduel. Comment on arrive à concilier, parce qu'on est face à des structures qui sont plus imposantes, plus conséquentes, des groupes, comment on arrive à concilier ces temporalités ?
Les équipes sont impatientes et je suis le premier impatient, ça c'est sûr. Non mais forcément en fait on a une temporalité qui est très différente entre un grand groupe et une start-up. On va très vite, on est très agile, on s'adapte. Alors les grands groupes peuvent être agiles etc. mais par définition les cycles de décision etc. ne sont pas forcément les mêmes et on a besoin de pouvoir se comprendre. Nous on peut apporter beaucoup, on peut apporter effectivement de l'innovation, on peut apporter cette capacité à faire des pivots rapides pour répondre aux besoins de ces grands groupes, qui ne sont pas forcément toujours les mêmes d'un groupe à l'autre. Bien souvent, ce sont les mêmes. Mais l'idée, c'est de réussir à se comprendre entre une structure qui est très courte, qui est très agile, très rapide, dans la mise en œuvre, dans la prise de décision, dans la conduite du changement, et de réussir à accompagner ces grands groupes qui ont besoin de passer un certain nombre d'étapes. La conduite du changement, c'est quelque chose d'absolument essentiel dans ce qu'on fait. Oui. C'est un enjeu majeur pour nous de réussir cette conduite du changement avec nos clients. Et par exemple, c'est, je pense, la principale friction qu'il peut y avoir avec ces grands groupes. Et on a besoin de se comprendre et de s'apprivoiser d'une certaine manière, effectivement. Est-ce que finalement ce contexte-là, Monsieur Deschamps, il n'est pas un peu français quand vous voyagez beaucoup? Enfin, on va voir l'international juste après, hein, puisque vous voyagez tous beaucoup. Dans d'autres pays, l'Amérique latine, le Brésil, les États-Unis, est-ce qu'on est pareil? On parlait de rythme, de temporalité, de prise de décision. Est-ce qu'il y a des choses différentes? Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que plus un pays est récent dans l'agriculture ou a adopté des techniques, des techniques récentes, donc je parle du Brésil ou des pays de l'Est, plus on a une dynamique commerciale d'adoption rapide. Donc aux USA, franchement, ça va très doucement, alors qu'on pourrait penser que c'est rapide. Non, ça va doucement. En Europe de l'Ouest, ça va doucement. En Europe de l'Est, au Brésil, ça va très très vite. J'ai eu l'occasion de faire sur un grand salon, un séminaire avec votre équivalent patron des coopératives sur la partie sud du Brésil. C'était marrant comme situation où on était debout, je pitchais mon truc et à la fin il a dit « Bon ça les gars, ça m'intéresse, faut y aller ». Et l'après-midi j'étais avec une dizaine de représentants de COP et maintenant on fait du business au Brésil avec ces COP-là. Donc il y a cette dynamique, je ne sais pas l'expliquer vraiment si ce n'est de façon culturelle, quelque chose de moins ancestral. Et nous qui travaillons sur la partie eau, irrigation, il y a un peu moins de fatalité perçue par rapport à cette problématique-là. Alors, international, oui, bien sûr. J'allais y venir, monsieur Leroy. Allez-y. Je voulais compléter sur la relation entre grands groupes et start-up, oui. Sur les différentes directions, comme tu disais, d'un système qui est installé dans les grands pays comme la France. On a les directions générales qui souvent elles visent à 10 ans, à 20 ans. Puis on a la direction innovation. Puis ensuite, on a la direction commerciale. Nous, avec Félix, et puis on a besoin de la direction commerciale parce qu'il faut diffuser. Avant, il faut passer l'innovation. La direction générale, c'est généralement pas trop difficile à convaincre. Mais ensuite, on a l'innovation qui parfois, si la start-up peut parfois donner l'impression que les équipes internes font pas forcément leur boulot. Mais c'est là qu'on est en train de franchir ce pas où maintenant les équipes d'innovation collaborent avec les startups parce que c'est gagnant-gagnant. C'est moins d'investissement potentiellement dans des équipes d'innovation de plusieurs centaines de personnes. C'est les startups qui font le boulot et qui capitalisent sur des innovations qui sont diffusées sur un plus grand nombre d'agriculteurs. Et ensuite, il faut aller à la direction commerciale qui, elle, a le vrai contact terrain. Et nous, notre fil de conduite avec la ferme digitale, c'est essayer de trouver le meilleur passage entre les directions générales, les directions innovation et les directions commerciales qui ont des habitudes et effectivement, comme tu disais, plutôt dans des pays déjà industrialisés, où l'agriculture est déjà très bien développée. Courroie de transmission finalement, hein, que ça descende vite si je crois bien entendre. En fait, sur les grands groupes, peut-être juste un mot rapide, sur les grands groupes, en fait, la difficulté, c'est qu'il y a des boîtes de R&D dans l'intérieur des groupes. Donc oui. Forcément, il y a une compétition. Et start-upper qui arrive et qui apporte quelque part une innovation est en concurrence avec la vocation de la R&D du groupe. Potentiellement, ça veut dire que la R&D, pourquoi tu ne l'as pas trouvée en interne plutôt qu'un investir dans une start-up qui va nous coûter plus cher si on doit la racheter après. C'est quand même ça la réalité. Et donc, et ça c'est le lien, mais pas qu'en agriculture, hein, c'est le principe général des grands groupes avec des start-up. Donc on dit, comment on combine tout ça et comment on essaye de créer une plateforme intelligente pour que chacun s'y retrouve. Et ça part d'abord de la direction générale, déjà d'impulser tous les jours et puis d'essayer de casser un peu ces silos. Et puis direction commerciale, c'est autre chose, c'est l'application. Mais entre l'innovation, la R&D, les recherches fondamentales aussi avec INRAE et puis les startups, c'est un écosystème qui est plutôt sympathique, on va dire. Mais quand il faut mettre en musique avec un modèle économique pour que tout le monde y trouve son compte, c'est pas aussi évident. Voilà. Mais ça, c'est un travail de tous les jours. Hein.
Et il y a parfois le métier aussi, c'est de convaincre le métier au-delà de la R&D, c'est que le métier n'ait pas l'impression qu'on lui prenne son métier, mais qu'on en fait des opérateurs augmentés grâce à nos solutions, leur permettre d'aller beaucoup plus loin. Ce qui est sûr, c'est que ça doit être un choix d'entreprise. Oui. La transformation digitale d'une structure comme InVivo, c'est forcément quelque chose de très lourd. Il faut que ce soit porté par la direction générale et que ce soit diffusé dans les équipes. Et je pense pas que ça puisse être l'inverse. Mais il faut que ce soit un vrai choix d'entreprise. Oui, un exemple, on a racheté Soufflet il n'y a pas longtemps. C'est pas une start-up, mais bon, non. Bon, on est d'accord. Bon. Ça a été une start-up à l'époque. Ça le fut. Ils ont démarré de zéro. En fait, il y a un projet digital qui s'appelle Farmi, qui est historique, que vous connaissez, qu'on veut déployer, qu'on veut augmenter. Avec la Digital Factory, on met beaucoup de moyens. Donc du coup, j'ai passé du temps à expliquer aux 200 techniciens de Soufflet que ça n'allait pas être contre eux, mais ça va être avec eux qu'on va digitaliser le métier Connecta Pro. Ouais. Et ça, c'est un enjeu aujourd'hui, c'est un combat de tous les jours. Parce qu'en fait, si l'agriculteur peut commander sur son appli directement et vendre directement, le lien avec le technicien peut être discontinu. Et donc, quelque part, la peur du technicien, c'est de dire je vais perdre mon client. Dans le métier. Alors, comment on le rassure par rapport à ça et comment on le met dans la boucle, en fait, pour en faire un technicien augmenté, comme tu l'as dit. Voilà, c'est ça l'enjeu. On voit bien finalement confiance, travail ensemble, que ça descende. Vous avez aussi, vous, une approche de type international dans votre entreprise, puisque là, on voit que finalement, les choses qui sont transposables en prenant en compte les contextes réglementaires, culturels, climatiques. Comment est l'approche pour vous? Est-ce qu'elle est d'emblée internationale? Enfin, d'emblée, aujourd'hui en tout cas. Avant même la création de Javelot, elle était internationale. Nous, on travaille sur le marché des grains. C'est par définition un marché qui est international. Aujourd'hui, on équipe à peu près 20% de la collecte française sur la technologie historique. Si on prend toutes les technologies, c'est entre 30 et 40% de la collecte française. Donc, c'est aujourd'hui assez diffusé. Et effectivement, on a une feuille de route qui est internationale, qui est européenne dans un premier temps. Alors, un premier temps, chez nous, c'est 24, mi-25. Et puis international demain, mais on a créé une filiale en Allemagne, on est présent en Roumanie, on est présent dans les Nordiques. Bref, on a évidemment cette feuille de route internationale et on voit d'ailleurs que ça va très très vite. Il conseille le président de la République, donc qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Alors, parce si on a un accès direct. On travaille avec Soufflet, Malterie Soufflet maintenant en Inde, on va équiper des silos en Inde en essayant, mais c'est des enjeux énormes puisque nous ce qu'on adresse c'est les pertes alimentaires et il y a une grosse partie des pertes alimentaires qui se passe au stockage. En Inde c'est colossal, je crois que l'année dernière on a produit 100 millions de tonnes, on a perdu 40 millions de tonnes de blé, 40%. Juste sur le blé, et c'est fortement lié aux conditions de stockage. Donc si on peut apporter notre pierre à l'édifice, on le fera. Bravo. On a évoqué, touché du doigt, alors on a parlé de la ferme digitale, mais peut-être sur Winat. Est-ce que vous êtes aussi dans cette approche internationale? Vous avez commencé en France, je crois. Oui, ben alors, et voilà, où vous en êtes sur ce plan-là. Moi, j'ai commencé en France, j'ai fait des premiers salons, j'ai déjà vu beaucoup de clients internationaux au départ, à qui je vendais, même si je n'avais pas de filiale, pas de collaborateurs en local, je vendais déjà par Internet. Oui. Donc on a commencé à avoir des premiers pays à qui on vendait à partir de la France. Et puis il y a 4 ans, j'ai ouvert l'Espagne. Il y a 2 ans, j'ai ouvert l'Allemagne. Maintenant que la France est rentable, que l'Espagne est rentable, que l'Allemagne va bientôt devenir rentable, on essaye d'empiler l'Italie, le Portugal, la Pologne. Et on réfléchit un peu comme... Donc ça, c'est le continent européen. Donc les problématiques sont complètement différentes. L'eau, le prix de l'eau en Allemagne, le manque d'eau en Espagne, la réglementation en France. On essaye d'adresser dans notre offre produit une adaptation à chaque pays. Et on réfléchit aussi un peu au continent américain qui lui est un grand continent avec des grandes problématiques d'eau au sud du Brésil ou dans d'autres zones. Effectivement, une start-up, si elle veut développer sa technologie et investir dans les hommes, dans les ingénieurs, dans les chercheurs, dans les agronomes, la France, c'est trop petit pour développer une technologie de nature globale, mondiale et qui reste à chaque mois de l'année au meilleur niveau de l'état de l'art. Donc une start-up doit être internationale. C'est aussi une des valeurs qu'on essaye de passer aux start-upers de la ferme digitale. Ça permet de financer les équipes, ça permet de financer la technologie et d'avoir un déploiement pour amortir le coût. Et le coût, c'est la clé, puisque l'agriculteur, quand il utilise une solution, il faut que ce soit adapté à son revenu, que ça lui fasse gagner de l'argent, et sans avoir des gros volumes de vente, et de nombreux clients, on ne peut pas avoir un prix accessible sur un marché agricole qui, dans certains pays comme l'Inde, on ne vendra pas au même prix qu'on vend en France aujourd'hui ou en Allemagne. La compétitivité étant liée, bien évidemment, au volume. Insight, c'est vous, Insight, pardon. AgriSight. Ah bon, je me suis trompé, ok. Toutes mes excuses, AgriSight. Qu'est-ce que ça amène et est-ce que ça s'inscrit dans ce qu'on est en train de dire finalement?
Alors sur l'international, pour l'instant, c'est Ouais. franco-français, mais effectivement, de toute façon, ça aura vocation à se développer au niveau international. AgriSite, c'est une société qui aide les coopératives et les négoces dans l'optimisation logistique de leurs flux. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas forcément de solution sur cette optimisation, alors que par définition, c'est un métier de flux et qu'il n'existait pas de logiciel là-dessus. Et donc, leur métier, c'est d'optimiser les flux des coopératives. Autrement dit, d'aller réduire le nombre de transferts du grain, puisque c'est des coûts qui sont colossaux, avec des marges qui sont très faibles. Je participais hier à une table ronde où je parlais de métier de centimier, mais c'est sûr que c'est un métier de centimier. Et d'optimiser la logistique, c'est absolument essentiel. Et on voit des liens directs avec ce qui se passe au stockage, évidemment. Donc le mouvement vers AgriSite était très naturel. Alors, du coup, dans ma tête, j'ai confondu, mais vous avez aussi acquis une société. Finalement, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment, parce que votre spécialité, c'est vraiment donc l'humidité dans le sol. Finalement, vous croisez 3 approches pour mesurer l'humidité. Vous pouvez les rappeler, la complémentarité des 3? Oui, bien sûr, merci. Alors, évidemment, depuis 10 ans, on a déployé un réseau de capteurs, plus de 25 000 capteurs dans 8 pays, en Europe et en Amérique du Sud. Ces réseaux de capteurs, ils nous remontent tous les jours des téraoctets de données qui ensuite sont rendus disponibles à l'agriculteur sur son téléphone mobile pour prendre des décisions. On a racheté effectivement une entreprise il y a 2 ans qui était spécialisée, qui était 8 ingénieurs, 8 docteurs et météorologues, qui était spécialisée sur la donnée météo. Ils détenaient 30 ans d'historique météo partout en France au kilomètre carré près. Et donc en croisant le réseau, les données de capteurs, les données de modèles météo avec un historique de 30 ans et maintenant depuis très peu les données satellites, source de 8 satellites de la NASA ou de l'ESA, on est capable d'approcher la teneur en eau du sol, même dans des zones où l'agriculteur n'a pas de capteur. C'est ça le positionnement de Winat dans les mois qui viennent. International, Monsieur Deschamps, est-ce que vous, pareil, donc éliciteur, biostimulant, éliciteur, quelle est votre approche? Alors notre approche, c'est que dès 2021, alors que nous étions encore tout jeunes, une dizaine de personnes, quand nous avons fait notre première levée de fonds, j'ai indiqué que notre mission, c'était de devenir le champion du monde sur la réduction d'eau pour les grandes cultures. Donc je voyais bien que dans l'Assemblée, ça souriait. Aujourd'hui, c'est un fait qu'il n'y a aucune autre société mondiale qui est capable de faire ce que nous faisons, c'est-à-dire de proposer une réduction d'eau sur les grandes cultures de 20%. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il n'y a aucune autre start-up, même tous les Américains qui ont été super financés, qui ont notre stratégie globale, je dirais, d'implantation, avec des personnels en Ukraine, en Roumanie, en Pologne, une équipe au Brésil maintenant d'une 20aine de personnes, et bientôt, même déjà une première personne aux US, une stratégie US. Pourquoi? Parce qu'en 2024, quand vous avez une technologie disruptive, c'est le proverbe américain « winner takes it all ». Le gagnant prend tout. Donc soit vous êtes capable de tout prendre, soit il y a un autre qui va être plus malin que vous et qui va tout prendre et vous allez mourir. Donc nous, notre stratégie, c'est d'être le numéro 1 mondial sur un focus très précis, mais avec une claim, une revendication unique. Donc on développe tout autour de ça. Et ça va très très vite. Aujourd'hui, on a une autorisation mise sur le marché en Europe. On a pris en fin novembre, parce que nous on est réglementé par les mises sur le marché. On a eu une première commande en janvier en Pologne. Là, on est en train de récupérer des commandes en Roumanie. En Ukraine, on était déjà présents. Donc, à partir du moment où il y a une stratégie très claire, je dirais les choses peuvent aller très vite si vous avez bien le bon positionnement et le bon product fit. Ce qu'on entend quand même dans vos dynamiques et votre internationalisation, est-ce qu'on peut dire qu'il faut quand même être champion français pour aller à l'international d'abord, ou est-ce que d'emblée on se dit allez je vais adresser ou aller vers 10 marchés d'emblée? Est-ce que c'est important finalement d'avoir cette empreinte, cette légitimité française pour se développer, aussi pour interagir avec des groupes comme InVivo? J'ai pas la réponse parce que c'est une question de stratégie. Je pense qu'il y en a qui veulent être très forts sur le marché domestique pour ensuite se diffuser. Nous, on a fait ce choix-là. D'autres ont une approche beaucoup plus massive. Je suis assez convaincu que d'être très fort sur son marché domestique, ça donne beaucoup de légitimité et de force pour arriver sur d'autres marchés et d'avoir la confiance des acteurs français pour arriver en Allemagne, dans les Nordiques, etc. C'est évident. D'autant plus quand ce sont des grands acteurs et qu'on peut les comparer. On a démarré avec une coopérative comme BayWa, ça les a forcément rassurés qu'on travaille avec un certain nombre de grosses coopératives françaises, etc., etc. Je confirme tout à fait ce point, hein. Même si on a une stratégie internationale. Moi, je suis un entrepreneur depuis 25 ans avec des projets globaux.
quand vous êtes français, que vous arrivez sur un territoire, à un moment donné, irrémédiablement, vous avez les questions, mais qu'est-ce que vous faites chez vous? Pourquoi vous venez me voir? Donc si vous n'êtes pas crédible en France, vous n'existez pas. Donc le succès français, on ne peut pas être un champion international si on n'est pas un champion français. Il n'y a que les Israéliens qui savent faire ça sur la technologie, parce que leur marché est tellement petit qu'en fait, ils exportent tout de suite aux US. Mais nous, avec un beau pays agricole comme la France, on se doit d'être un champion français pour exporter en fait l'image de l'agriculture française avec notre technologie. Et là, c'est un point clé, et c'est pour ça qu'avec InVivo, il y a une dynamique potentielle qui est ultra intéressante. Et en fait, le monde est petit. Bon, je rentre d'Australie, donc je vous dis, bon, même s'il faut un peu d'heures de vol pour rentrer, mais quand même, le monde est petit. Parce qu'en fait, quand on va en Australie, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve de l'orge brassicole avec une génétique, par exemple, Planète, qui vient d'RAGT, dans laquelle on est actionnaire dans l'Aveyron. Vous voyez, donc, on nous parle de Planète en Australie. Donc, les semenciers sont déjà globalisés. Donc, quand on s'adresse aux grandes cultures, en général, il faut penser global tout de suite, parce que finalement, c'est la même problématique partout. Et donc, finalement, il y a 4-5 grandes zones du monde qu'il faut adresser, soit quand on est semencier, soit qu'on apporte des solutions. Et c'est bien de les tester en même temps, de démarrer en France, bien sûr, parce qu'il faut avoir un point d'appui pour valider sa technologie. Mais tout de suite, peut-être le marché américain, le marché brésilien, tu l'as dit, c'est les marchés qui sont très importants en volume. Donc en termes de potentialité de déploiement, c'est un peu l'échelle de perroquet qu'on peut construire. Et alors, on démarre en France, on a la chance d'avoir un accélérateur au Brésil, en Inde ou aux États-Unis. On revient en France, on relance la France et regardez, ça marche aux États-Unis et on crée un cercle vertueux. Enfin, j'imagine que c'est ça l'état d'esprit. Et c'est comme ça que ça marche en fait. Il faut penser global parce que le marché est global et les solutions sont aussi globales. Après, il y a les agréments en fonction alimentaire. Ça, c'est le débat européen, français. Bon, il faut avoir des agréments. Je sais que c'est le combat. C'est pas facile, il faut essayer de simplifier tout ça. Hein. Ça, c'est le rôle des politiques publiques de faciliter la tâche avec tout ça. Mais finalement, il faut avoir un produit qui s'applique dans toutes les régions du monde et qui soit déclinable, hein, surtout en grande culture, pour réussir. Si on se projette, Monsieur Blandinière, les prochaines échéances, prochaines étapes, que ce soit à court terme, par exemple sur le programme Quest, les grandes thématiques, ce que vous pouvez nous dire, sans trahir trop de secrets, comment vous voyez les choses? Sur quelles grandes thématiques? Produire plus, mieux et durable. Voilà, ça veut dire quoi derrière? C'est l'enjeu. Hein. Donc démontrer qu'une transition est possible et que des solutions alternatives sont possibles à l'industrie d'avant, du monde d'avant. C'est pas évident. Les phytosanitaires, c'est un sujet, vous le savez bien. On ne va pas changer comme ça, il nous faudra du temps. Pourtant, toutes les initiatives qui protègent les plantes avec des solutions naturelles, il faut qu'on pousse derrière. Voilà. Donc nous, par exemple, Phyteurope que vous connaissez ici, on est en train de le transformer. On va faire des biostimulants, donc on va faire une hybridation du système, protéger la plante, le meilleur de la chimie, le meilleur du naturel, tout ça, une combinaison qui peut apporter à la fois une transition, un impact sur l'environnement et aussi garantir un rendement à l'hectare, donc un revenu pour l'agriculteur. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il faut que le revenu de l'agriculteur augmente. Donc il augmente par le prix mais aussi par le rendement. Parce qu'on parle beaucoup de prix aujourd'hui, je ne vais pas faire trop long sur les débats, mais le prix c'est un paramètre du revenu. S'il n'y a pas de volume en face, ça ne fait pas beaucoup d'argent. Donc en fait il faut faire l'équation complète pour avoir la masse, en fait, la taille. Donc seule la croissance peut apporter du cash en fait. C'est pas que le prix. Donc c'est comment on a un produit compétitif à l'échelle qui est en capacité de changer les choses. Donc nous on pousse vraiment ces grandes transitions. Le groupe va se pivoter de plus en plus sur tout ce qui est céréales. Donc vous avez vu depuis le rachat de Soufflet un recentrage très fort sur blé, orge pour être un champion européen voire un champion mondial à notre échelle. Il y a la place, même par rapport effectivement aux Argentins, aux Australiens ou aux Canadiens s'agissant du blé ou aux Américains. On peut être le numéro 1 mondial, notre ambition, d'ici 10 ans, si on continue la croissance du groupe. Et donc, du coup, ça permet aussi de tirer tout le monde vers le haut, d'avoir une locomotive française, européenne, à l'échelle, pour rivaliser avec les grands groupes anglo-saxons ou chinois ou singapouriens. Eh bien, merci beaucoup. Donc là, on a une vision assez globale. On a regardé un petit peu dans le rétro, on a vu où on en est. Les perspectives, moi, ce que je retiens comme dans ces notions, c'est gagnant-gagnant, cette collaboration. Vous avez une vision large et vous identifiez assez vite les pépites, vous pouvez travailler avec elles. Vous, start-up ou entreprise en fort développement, vous bénéficiez aussi de la mise sur le terrain, du test à grande échelle par les forces terrain ou les réseaux de fermes que vous avez. Également une approche internationale, vous l'avez dit, souvent départ en France, puis extension géographique.
en prenant en compte néanmoins les aspects réglementaires et spécificités de chaque pays. Et puis, je crois entendre quand même une grosse énergie de tous les trois là. Grosse énergie, gros projet, envie d'aller très vite. Eh bien, voilà, reste à voir la dynamique que vous avez créée. On peut vous retrouver, certains d'entre vous, sur le stand de la ferme digitale. Et InVivo et vos solutions vont être largement déployées pendant ces journées au travers de différentes thématiques, dont un grand nombre sur le digital. Hier, on a parlé blockchain, on parle QR code, on va parler Malterie 4.0. Donc voilà, beaucoup de thèmes autour du digital sur ce programme Cultivons les échanges. Merci beaucoup. Bon salon de l'agriculture. Merci.